Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de deux principes importants de la combinatoire, qui sont un peu moins usités que ceux que nous avons vus la dernière fois. Le principe de Dirichlet et le principe du crible, la formule du crible. Alors, pour cela, en fait, revenons un petit peu à la combinatoire, ce que c'est. En fait, la combinatoire énumère les choses. On a une tâche à effectuer, on choisit des éléments pour effectuer une tâche. Et donc tout ça semble énormément la théorie des ensembles. Et en fait, nous allons faire juste un petit rappel sur la théorie des ensembles. Et en effet, l'analyse combinatoire, c'est une façon, un peu, disons, dans une certaine mesure, c'est une façon d'énumérer le nombre d'éléments d'un ensemble, c'est-à-dire de déterminer sa cardinalité. Alors, la cardinalité, c'est quelque chose qui se note de plein de façons différentes. C'est simplement le nombre d'éléments d'un ensemble. On le note souvent entre valeurs absolues, entre guillemets, comme pour la valeur absolue d'un nombre, mais ici il s'agit de la cardinalité. On peut aussi noter ça avec un dièse au début ou avec la fonction cardinalité de l'ensemble. On ne va pas creuser plus davantage ce qui se cache derrière. Ces trois notations sont utilisées un peu partout de façon équivalente. Et les valeurs absolues sont très souvent utilisées en théorie des groupes et en probabilité et aussi en combinatoire. Dans d'autres domaines, on utilise plus souvent card ou le dièse. Donc, rappelons en fait un tout petit peu quelles sont les opérations que l'on peut effectuer sur les ensembles. Alors, l'ensemble vide, il est noté comme un rond barré, c'est l'ensemble qui ne contient rien. C'est ce symbole x appartient à A, x appartient à cette relation, qui est en fait un véritable epsilon, c'est comme le symbole euro mais avec une seule barre, l'euro étant aussi un epsilon, c'est le epsilon droit, ça signifie que x c'est un élément de A. Ce symbole A inclus dans B, cette relation, ça signifie que tout élément de A est un élément de B. Donc si x est un élément de A, si x appartient à A, alors x appartient à B. La réunion, c'est une façon de réunir deux ensembles. L'intersection, La réunion, c'est une façon de réunir deux ensembles, c'est-à-dire de prendre tous les éléments qui sont dans l'un ou dans l'autre, ou dans les deux. Ce ou n'est pas exclusif. L'intersection, par contre, A inter B, prend tous les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Ils doivent être dans les deux. La différence, c'est tous les éléments qui sont dans A et qui ne sont pas dans B. La différence symétrique, cette fois, c'est un ou exclusif, donc c'est ce qui est dans A ou bien dans B, c'est-à-dire qui est dans l'un ou l'autre, mais pas dans les deux. Et dans le cas particulier où A est un sous-ensemble de B, la différence de deux ensembles s'appelle aussi complémentaire. Complémentaire de A dans B, c'est simplement B privé de A, B moins A. Alors par exemple, si on prend les ensembles ABC suivants, A c'est 1, 2, 4, 5, 7, 8, B 1, 2, 3, 5, 6, 7, et C 2, 3, 6, 7. Donc l'ensemble vide est de cardinalité 0, l'ensemble A est de cardinalité 6, de même que l'ensemble B en fait. L'ensemble C est de cardinalité 4. On s'aperçoit ici que 1 appartient à A, mais que 3 n'appartient pas à A. Si on regarde bien, 3 n'est pas dans A, ici. C est un sous-ensemble de B. Tout élément de C est un élément de B. C n'est pas un sous-ensemble de A. Si on regarde bien, par exemple 3 qui est dans C n'est pas dans A. La réunion de A et de B, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'intersection de A et de B, c'est 1, 2, 5, 7. Les éléments 1, 2, 5 et 7 sont communs à ces deux ensembles. A moins B, c'est 4, 8. B moins A, c'est 3, 6. La différence symétrique, c'est 3, 4, 6, 8 de A et de B. Et le complémentaire de C dans B, c'est 1, 5. Entre les ensembles, nous avons des transformations qui s'appellent des fonctions. Alors une fonction, c'est une machine qui transforme un élément de A en un élément de B. Donc une correspondance qui à tout élément de A associe un unique élément
f de b qui est appelé f de x. Si x est dans A, son image c'est f de x. La réciproque, c'est tous les éléments qui atterrissent sur cette image, donc réciproque de f de y, c'est tous les x dans A tels que f de x c'est y. Donc ça c'est des rappels de théorie des ensembles et de fonctions assez simples. Alors par exemple, pour la fonction x carré de R dans R, c'est une fonction, une pure fonction, et à tout élément, x on fait correspondre son carré. Par exemple, 2 est envoyé sur 4, moins 2 est aussi envoyé sur 4, 3 est envoyé sur 9, 0 sur 0, moins 1 sur 1, etc. Une fonction est dite injective si en fait deux éléments ont la même image, alors ils étaient égaux au départ. Donc ça veut dire que l'image réciproque de tout élément, c'est O plus. C'est O plus un ensemble de cardinalité, enfin c'est un ensemble de cardinalité O plus 1. C'est-à-dire, on peut avoir un objet qui n'est pas l'image de quelque chose, mais s'il est l'image de quelque chose, c'est d'un seul élément. Une fonction de A dans B est dite surjective, en fait, si tout est élément, c'est-à-dire, dans l'image réciproque, la cardinalité de l'image réciproque, c'est toujours au moins 1. Et une fonction est dite bijective si elle est à la fois injective et surjective. Donc l'image réciproque est de cardinalité toujours égale à 1. Alors par exemple, reprenons notre fonction x carré, on va prendre donc la fonction x carré, mais sur différents ensembles. X carré de R dans R, ce sera la fonction f, de R dans R+, ce sera la fonction g, de R+, dans R, c'est h, et de R+, dans R+, c'est i. Alors f n'est ni injective ni surjective. Elle n'est pas injective parce que moins 1 et 1 ont la même image, elles ne sont pas égaux. Elle n'est pas surjective parce que moins 1 n'est pas l'image de quelque chose. G est non injective, mais elle est surjective. Alors G est non injective pour les mêmes raisons que F, mais elle est surjective parce qu'on n'a pas de problème avec les nombres négatifs. Les nombres négatifs ne sont pas autorisés dans l'ensemble d'arrivée. H, elle est injective, mais elle n'est pas surjective. Alors elle est injective parce qu'on n'a pas de problème, cette fois il n'y a pas de nombres négatifs au départ, il n'y a que des nombres positifs. Ils sont à image unique, enfin je veux dire... ils sont envoyés donc dans les réels, et donc deux éléments positifs ne peuvent pas avoir le même carré. Par contre, ce n'est toujours pas surjectif, parce que moins 1 est dans l'ensemble d'arrivée, mais n'est l'image de rien du tout. Et finalement, I est à la fois injective et surjective, elle est bijective, cette fois parce qu'on a supprimé tous les problèmes, l'ensemble de départ est l'ensemble des nombres positifs, l'ensemble d'arrivée est l'ensemble des nombres positifs, on n'a aucun souci. Alors venons-en donc à ces deux principes qu'on va décaler en trois principes en fait, mais deux principes de combinatoire. D'abord le principe des tiroirs de Dirichlet, ou appelé aussi le principe des pigeonniers, mais on va voir pourquoi. Alors l'idée c'est, si l'on dispose d'autant de chaussettes que de tiroirs dans une commode, et que l'on place au moins une chaussette dans chaque tiroir, alors il y a exactement une et une seule chaussette dans chaque tiroir. C'est en fait, si on en met trop dans un tiroir, ça veut dire qu'il y a un tiroir qui va être vide. Donc en termes mathématiques, on prend deux ensembles finis. On prend deux ensembles finis et excusez-moi, on prend deux ensembles E et F, une fonction dans F, donc l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité, on vient de voir. Et on parle maintenant d'ensemble fini si la cardinalité, enfin un ensemble est fini si en ajoutant ou en supprimant un élément, on change la cardinalité. Alors une propriété, c'est que deux ensembles ont la même cardinalité si et seulement si il existe une bijection entre eux. En fait, cette propriété est véritablement la définition de la cardinalité, de l'équipotence qui donne ensuite la cardinalité, enfin, une des définitions possibles. Mais on va le prendre comme propriété parce qu'on fait de la théorie naïve des ensembles ici, on ne va pas rentrer dans les détails. Et le théorème le plus important, c'est le théorème de Cantor-Bernstein, c'est le théorème qui nous dit, qui lie véritablement ces fonctions injectives, surjectives, etc. et bijectives,
qui nous dit simplement que s'il y a une injection de E dans F et une injection de F dans E, c'est équivalent à dire qu'il y a une injection de E dans F et une surjection de E dans F. C'est équivalent de dire qu'il y a une surjection de E dans F et une surjection de F dans E. C'est équivalent à dire que E et F sont en bijection. Donc en gros, le théorème de Cantor-Bernstein met de l'ordre un petit peu dans ces notions de cardinalité et de fonctions injectives, surjectives et bijectives. Alors on va le passer, hein. Ça c'est pas important. Si on utilise la théorie des ensembles naïvement, ça suffit amplement pour la combinatoire. Alors, un ensemble est fini si et seulement de cardinalité n, si et seulement si il est en bijection, en fait, avec l'ensemble des entiers entre 1 et n. Le principe de Dirichlet, maintenant, réécrivons-le. Alors, nous on va prendre donc nos chaussettes et nos tiroirs. Et puis donc on va prendre E l'ensemble des chaussettes et F l'ensemble des tiroirs. Donc on va considérer les ensembles finis E et F et une fonction F, petit f de E dans F. Alors, les propriétés suivantes sont équivalentes. Si F est injective et que les deux ensembles ont la même cardinalité, c'est équivalent à dire que F est surjective et que les deux ensembles ont la même cardinalité. C'est encore équivalent à dire que F est bijective. Ce théorème, donc ce principe de Dirichlet, on l'utilise par exemple en géométrie vectorielle pour la notion de base. Alors, bon, prenons un exemple, ce sera plus facile que tout ça. Considérons maintenant les initiales d'une personne. Alors les initiales d'une personne, c'est formé en général de 2 lettres. On va se prendre le point de vue qu'il n'y a que 2 lettres dans des initiales. Alors ça veut dire qu'il y a 676 possibilités d'attribuer des initiales, puisqu'il y a 676 combinaisons possibles de 2 lettres dans l'ordre, et donc dans un village de 677 personnes, il y en aura toujours 2 qui auront les mêmes initiales. Il y a un élément en trop. Alors je vous propose ce problème A1. On va prendre 10 couples. Alors il y a 10 couples qui se retrouvent à une fête, et chacun des convives va ou non serrer les mains des autres invités, et il va serrer la main au plus une fois. Donc il y en a qui peuvent bien sûr ne pas serrer la main, il y a des gens qui respectent les mesures de précaution, et d'autres non. Alors, personne ne va se serrer la main à lui-même, et ne va pas non plus serrer la main à son conjoint. Et on a une dame, Madame X, qui questionne, en fait, qui questionne toutes les personnes présentes, tous les autres, et elle constate qu'elle obtient à chaque fois une réponse différente. Donc il y a quelqu'un qui a répondu 5 et personne d'autre n'a répondu 5. Il y a quelqu'un qui a peut-être répondu 1, personne d'autre n'a répondu 1. Donc elle obtient toutes les réponses, à chaque fois une réponse différente en fait, et la question est combien de mains son époux, Monsieur X, a-t-il serré? Oui, je ne suis pas en train de me moquer de vous, on peut résoudre ce problème. Donc ceci fera l'objet d'une vidéo séparée. Alors continuons. Le principe des tiroirs de Dirichlet peut se généraliser un petit peu. On va pour ça noter la fonction ceil ou plafond, qui est le plus grand entier au-dessus de x, si on veut. C'est le plus grand entier qui est juste au-dessus, le plus petit entier, pardon, qui est juste au-dessus de x, plus grand ou égal à x. Alors, si on prend deux ensembles, grand E et grand F, et une application, petit f, entre eux, entre de grand E dans grand F, alors il existe un élément dans grand F, un élément dont l'image réciproque est de cardinalité au moins égale au plafond, au ceil, de la cardinalité de E sur la cardinalité de F. Alors, démontrons ça, puis après on verra un exemple. Donc il suffit de prouver en fait que on peut se passer de la fonction ceil, parce que la cardinalité de l'image réciproque va être un entier, et si ceci n'est pas un entier, l'image réciproque, la cardinalité de l'image réciproque sera l'entier juste au-dessus, sera au moins plus grand que l'entier juste au-dessus de la cardinalité de E sur la cardinalité de F. Alors on va supposer par l'absurde qu'en fait ceci ne marche pas, qu'il n'y a pas de Y comme ça, c'est-à-dire que pour tout Y, l'image réciproque par petit f de Y
sa cardinalité est toujours strictement plus petite que la cardinalité de E sur la cardinalité de F. Mais la cardinalité de E, on peut l'obtenir comme la somme des cardinalités des images réciproques, de toutes les images réciproques. Ces cardinalités de toutes les images réciproques, on a vu que c'était par hypothèse plus petit que sur F, et il y en a grand F en tout, donc ça nous fait cardinalité de grand F fois cardinalité de grand E sur cardinalité de grand F. On obtient donc cardinalité de grand E. Donc on vient de montrer ici que E est un ensemble qui a strictement moins d'éléments que lui-même. On a obtenu une contradiction. Donc ça veut dire que on a au moins, on avait tort de supposer que pour tout y, la cardinalité était plus petite que E sur F, c'est au moins plus grand ou égal à grand E sur grand F. Alors prenons un exemple un peu plus utile, un peu plus parlant. Un humain en moyenne a entre 100 000 et 150 000 cheveux. Bon, on va dire, disons qu'il en a 200 000. Alors dans Paris intramuros, il y a 2,1 millions de personnes à l'heure actuelle, 2,1 millions d'habitants en 2020. Alors, ça signifie, si on fait le calcul, qu'il y a au moins 11 Parisiens qui ont le même nombre de cheveux, qui ont exactement le même nombre de cheveux, au moins 11. En fait, très probablement qu'il y a plus que ça, parce qu'on a fait des estimations à la louche, mais ça marche, on sait qu'il y en a au moins 11. Alors, un autre principe absolument, disons, très important, non seulement en combinatoire, mais aussi en probabilité, en théorie des ensembles, etc. Enfin, ce principe se retrouve à peu près partout. C'est le principe d'inclusion-exclusion, ou formule du crible, ou certains disent même formule de Poincaré. C'est un peu dommage de réduire Poincaré à ça, parce qu'il a fait beaucoup plus de choses. Et c'est la propriété suivante. Alors, on prend deux ensembles, grand A et grand B, et la formule du crible, c'est que la cardinalité de la réunion de A et de B, c'est la somme des cardinalités de A et de B, moins la cardinalité de l'intersection. Alors prenons un exemple tout de suite pour comprendre ça. On prend une classe de 20 élèves, 10 ont choisi l'option allemand, 7 ont choisi l'option biologie, et 5 n'ont rien choisi du tout, aucune de ces deux options. Alors combien ont choisi à la fois l'allemand et la biologie? Alors remarquons d'abord que les élèves qui ont choisi quelque chose, que ce soit l'allemand ou la biologie, il y en a 15, 20 moins les 5 qui n'ont rien choisi. Donc ça fait 15 élèves. Alors 15 élèves, c'est la cardinalité de allemand union biologie. Par la formule du crible, c'est la cardinalité de A plus la cardinalité de B moins la cardinalité de A inter B. C'est lui qui nous intéresse. Cardinalité de A, on sait que c'est 10, cardinalité de B, on sait que c'est 7, et on obtient donc que la cardinalité de l'intersection, c'est 2. Il y a donc deux élèves qui ont choisi l'allemand et la biologie. Alors on peut généraliser ça, c'est dommage de le restreindre à ça. Donc on va prendre une famille d'ensemble, quelconque, une finie, disons, une famille finie d'ensemble, et un sous-ensemble d'indices, et on va aller qu'on appelle grand I. Alors, grand A indice I, c'est l'intersection de tous les petits AI, où I, petit i, parcourt grand I. Et pour l'ensemble vide, c'est comme si on ne faisait rien du tout, donc on est dans l'espace ambiant, donc c'est la réunion de tous les AI, de tous les éléments de la famille. Et on a donc de façon plus générale le théorème suivant. La cardinalité de la réunion de toute la famille, c'est la somme alternée sur le nombre d'indices, sur le nombre d'indices, en fait, des cardinalités de ces ensembles A grand I. Donc je laisse lire, c'est mieux de lire, difficile à prononcer comme formule, mais c'est vrai. Et donc c'est une généralisation de cette formule-là. C'est pour écrire cette formule pour 3 ensembles, 4 ensembles, 5 ensembles, etc. Alors pour démontrer ça, on va utiliser la notion de fonction caractéristique. Alors c'est pas nécessaire, il y a d'autres démonstrations qui existent, mais avec les fonctions caractéristiques, c'est une belle démonstration. Alors la fonction caractéristique d'un sous-ensemble B de A, c'est une application qui vaut 1 si X est dans B et 0 si non. Elle indique,
fonction indicatrice ou caractéristique. Elle indique si oui ou non on est dans la partie, dans le sous-ensemble. Les propriétés simples des fonctions, de ces fonctions-là, c'est que le produit de qui B, ça c'est la lettre qui en fait, qui B fois qui C, c'est en fait qui de B inter C. Et 1 moins qui B, c'est le complémentaire, c'est le complémentaire de B, donc 1 moins qui, c'est qui de A moins B. Alors, preuve du théorème. On va considérer en fait ces fonctions 1 moins qui A1, 1 moins qui A2, 1 moins qui A3, etc. et faire leur produit. Donc le produit de 1 moins qui A1 fois 1 moins qui A2, etc. jusqu'à 1 moins qui AN. Alors cette fonction-là, en fait, est identiquement nulle sur l'espace ambiant, sur la réunion des AI. Pourquoi ça? Parce que si on dit qu'on doit être dans le complémentaire de A1, ensuite dans le complémentaire de A2 et dans le complémentaire de tous en fait. Et le complémentaire de tous, donc d'être dans aucun, c'est ne pas être dans la réunion de ces AI. Donc ça c'est 0. Si on développe ceci maintenant, on obtient ça. On obtient simplement pour tous les sous-ensembles en fait des indices, la somme de moins 1 puissance cardinalité de I de qui AI. Et ça doit être nul. Donc ces deux fonctions sont les mêmes, simplement ici on l'a factorisée, là elle est développée. Maintenant il y a un sous-ensemble d'indices particulier qui est l'ensemble vide, donc on va le mettre de côté, c'est 1, et on va pouvoir réécrire donc cette chose-là, mais il va falloir changer de signe, donc d'où ici le moins 1 en exposant qui est juste là pour dire oh, attention, on change de signe. Et ça, c'est exactement la formule que l'on voulait. Puis on conclut, maintenant, donc c'est la formule qu'on voulait, mais pour les fonctions caractéristiques. Et finalement, on conclut simplement en remarquant que les cardinalités peuvent s'obtenir comme les sommes sur tous les éléments de... La cardinalité de B, c'est la somme sur tous les éléments de A, x de A, de qui B de x. Donc ça nous permet de faire réapparaître la cardinalité à partir de ceci. Voilà, donc on a démontré cette formule. Elle est assez, disons, embêtante à démontrer. Par récurrence, elle est un peu dure. Elle est même assez dure à écrire. Par d'autres moyens, elle est assez difficile. Ça, je crois que c'est la démonstration la plus simple qui existe de cette formule. De toute façon, c'est quelque chose d'assez naturel. C'est dans une réunion. Si je prends la somme des cardinalités de A et de B, les éléments qui sont communs aux deux ont été comptés 2 fois, donc il faut le supprimer une seule fois. Et on obtient la cardinalité de la réunion. Voilà. La prochaine fois, nous allons voir des raisonnements préfabriqués, après bien sûr la résolution du problème que j'ai proposé. À bientôt, bonne journée.